bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On dit souvent que l'être humain est fragile, mais aujourd'hui, je vais vous prouver que face à la mort, certains sont capables de devenir de véritables forces de la nature. Imaginez, vous êtes au milieu de l'Atlantique, il est 23 h. Votre bateau vient de percuter quelque chose. En moins de 30 secondes, l'eau monte à votre taille. Vous n'avez le temps de rien prendre, sauf un bateau gonflable de 2 mètres. Ce qu'il faut savoir sur Callahan, c'est que c'est un navigateur, un architecte naval, ainsi qu'un auteur américain. Ce qui va l'emmener dans ce drame, c'est sa participation à la course transatlantique, en solitaire. À bord de son voilier, le Napoléon Solo, d'une envergure de 6,5 mètres, il va vivre l'un des plus grands cauchemars et survivre 76 jours en mer. Ça y est, l'impact a eu lieu. Callahan est obligé de sauter à l'eau pour survivre. Il récupère avec son radeau un kit de survie. C'est pour lui une première victoire, mais ça marque aussi son premier traumatisme. Au lever du premier matin, l'océan est calme, le bateau n'est plus, il ne reste que lui, une petite tache orange, dans l'immensité de l'océan. Il a en sa possession de la nourriture, assez pour survivre 3 jours. Il a aussi avec lui 2 distillateurs, qui lui permettront de pouvoir produire de l'eau potable. Le problème avec un distillateur, c'est que si tu le casses, tu ne peux plus le réutiliser, tu ne pourras plus t'hydrater, et dans ces cas-là, c'est la mort assurée. Comme dit précédemment, il a assez de nourriture pour 3 jours. Alors pour se nourrir, il n'a pas de canne à pêche, mais un petit harpon, assez rudimentaire, avec lequel il devra essayer d'avoir du poisson. Cela semble compliqué, en pleine mer, avec les vagues. Puis, un petit miracle. Une colonie de poissons commence à le suivre. Pour lui, c'est une bonne nouvelle, il a de quoi manger. Mais le problème d'une colonie de poissons qui se déplace comme ça en banc, c'est que ça attire aussi les prédateurs. Plusieurs requins affluent vers ce banc de dorades. Steven décrit la peau des requins comme abrasive. S'il perce le bateau, c'en est fini de lui. Mais le danger ne vient pas forcément que de l'eau, il peut venir du bateau lui-même. En effet, Steven, en voulant harponner, encore une fois, une nouvelle dorade, loupe son lancer, harponne son bateau et le perce. Et c'est maintenant que le vrai enfer commence pour lui. Il subit une torture physique constante. Le sel lui crée des abcès partout sur le corps. Il ne peut ni s'asseoir, ni s'allonger sans souffrir. Et les malheurs ne s'arrêtent pas là. Durant ces 76 jours, il a croisé 9 bateaux. Il a utilisé toutes ses fusées de détresse, aucun bateau ne s'est arrêté. Ils ont tous continué leur chemin. Il commence à se parler à lui-même, se crée d'un côté du cerveau le capitaine, et de l'autre côté celui de l'exécutant. Et en faisant cela, il a réussi à esquiver la folie pure. 76e jour en mer. Steven regarde par-dessus son radeau. La couleur de l'eau a changé. Il voit des oiseaux. Il sait que la Terre est proche. Puis, par miracle, des pêcheurs de l'île de Marie-Galante voient au loin une tache orange. Ils pensaient tout d'abord que c'était un débris, alors ils ont pris leur bateau et sont allés voir. C'est en arrivant au bord du radeau qu'ils aperçoivent Steve, dans un état squelettique, levant les bras, demandant de l'aide. Cette traversée pour Steve, ça lui a coûté 20 kilos. Il est aussi couvert de plaies et a vécu l'un des plus grands traumatismes que l'on puisse vivre. Imaginez un désert blanc, un désert infini, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius, où le vent hurle comme une bête féroce. En 1914, un homme, Ernest Shackleton, s'apprête à traverser l'Antarctique à pied. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette expédition va rapidement se transformer en une lutte pour sa survie, et celle de son équipage. Ernest et ses hommes, il en a 28 avec lui dans son équipage, se rapprochent de l'Antarctique, et à seulement quelques miles de la côte, la banquise se referme brutalement sur le navire. Pendant des mois, l'équipage et son capitaine vivent dans le bateau, avec le vent, le bruit du bateau qui craque, les planches qui s'affaissent, tout porte à croire que le bateau va céder. C'est le 21 novembre 1915 qu'Ernest voit son bateau sombrer. À ce moment-là de l'expédition, Ernest ne pense plus du tout à l'expédition. Pour lui, c'est maintenant une question de survie, et il se fait la promesse silencieuse de ramener tous ses hommes en vie, sains et saufs, à la maison. Après des jours de dérive, de marche, après des nuits à dormir sur la glace, à boire de la glace fondue, ils arrivent enfin sur les bords des côtes. C'est ici et maintenant qu'Ernest comprend que personne ne viendra les sauver. Ils sont invisibles. Personne ne peut les voir. Personne ne pourra les entendre. Alors, Ernest réfléchit
comprend qu'il faut agir vite. Shackleton prend donc une initiative qui, pour le plus commun des mortels, semble suicidaire. Il choisit 5 hommes, avec qui ils prendront la plus petite barque et devront parcourir 1300 km à la rame pour atteindre les côtes. 16 jours. 16 jours, c'est le temps qu'il aura fallu pour parcourir les 1300 km dans leur petite barque. Une fois arrivé proche des côtes, Shackleton se pose une question, il n'a pas l'impression d'avoir déjà vu ces côtes. Ils viennent d'arriver sur l'île de Géorgie, du mauvais côté. Shackleton et ses compagnons sont affaiblis, ils ont navigué pendant 16 jours, ramant, sans forcément avoir beaucoup à manger ni à boire, et doivent maintenant escalader la montagne qui se trouve derrière eux, afin d'arriver du bon côté de la côte. C'est mission réussie. Pour Shackleton et ses hommes, ils ont atteint la station balnéaire de l'île de la Géorgie. En les voyant arriver, le directeur de la station pense voir des fantômes. Les marins ont les cheveux longs, le visage affaissé, mais heureusement, tout se passera très bien pour Shackleton et ses hommes. Ils seront accueillis et écoutés. C'est seulement le 30 août 1916, 2 ans après le naufrage, que Shackleton arrive à retourner chercher ses hommes. En arrivant proche des côtes, il se dit que beaucoup de ses compagnons ont dû mourir, de faim, de soif, de solitude. Mais au loin, il distingue des silhouettes. Il en compte 1, 2, 3, 18, 22. 22 de ses compagnons sont restés en vie. En comptant les 5 avec qui il était parti, il a réussi à tenir sa promesse, ramener tous ses compagnons en vie chez eux. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. C'était ma première vidéo dans ce style, j'espère que ça vous aura plu. J'aimerais bien savoir laquelle de ces 2 histoires vous a le plus intéressé, vous a le plus touché. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous, à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fera toujours plaisir, ça montrera que ce genre d'histoire vous plaise. Pour ce, moi je vous dis à la prochaine, et peut-être pour d'autres histoires. Salut!